Bien, alors, donc, l'allergie respiratoire, je vais essayer d'être, ce sera quelque chose de général, parce que ce sera pas très spécialisé. Pour ceux qui sont spécialistes, ce sera quelque chose, une sorte de révision. Donc, et c'est quelque chose qui me paraît important quand on parle de l'asthme. Et puis, pour l'asthme, ben, on sait très bien qu'il y aura pas mal de sujets sur ça, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. S'il y a des questions après, je vais essayer d'être un petit peu large, mais ce que j'aurais aimé quand même insister sur ce problème de l'environnement et l'asthme, l'allergie, qui est important. Donc, alors la prise en charge de l'asthme nécessite donc un diagnostic précis, clinique et fonctionnel, c'est-à-dire qu'il faut définir le stade de sévérité de cette maladie, instituer un traitement optimal selon GINA, et puis assurer un bon contrôle de l'asthme. Deuxième chose qui est important aussi, c'est d'assurer une éducation thérapeutique, observance du traitement, la gestion des exacerbations et la gestion de l'environnement. Tout ça, ça va être développé dans les autres. Alors, de la définition de l'asthme, que retient-on? Alors, on sait que l'asthme est une maladie multifactorielle liée à une inflammation chronique des bronches ayant pour conséquence une hyperactivité bronchique, l'œdème, l'hypersécrétion et une obstruction bronchique réversible spontanément ou sous bronchodilatateur, mais entretenue et aggravée par des stimuli extrinsèques. Avec le temps, l'évolution vers un remodelage bronchique. Donc, on parle de ces stimuli intrinsèques, veut dire qu'un bilan de l'environnement et allergologique est donc fondamental dans toute présence de l'asthme et de rhinite à la recherche des facteurs allergiques respiratoires irritatifs responsables. Donc, déterminer ces facteurs à des âges très jeunes peut modifier l'évolution de l'asthme et changer le destin du patient vis-à-vis de sa maladie. Donc, c'est quelque chose de très important. Alors, l'allergologie a été malheureusement une discipline trop souvent négligée par le pneumologue. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mon maître, mademoiselle Poli, j'ai été initié toujours à l'allergologie, mais je crois que c'est une discipline qui a été trop souvent négligée par les pneumologues. Jadis, parce que c'est une science trop aléatoire, faire un diagnostic était trop complexe, qui nous paraît, mais ces 20 dernières années, d'énormes progrès réalisés en matière d'immunologie et de la biologie pour mieux préciser l'impact de l'environnement sur notre état respiratoire. Et encore, maintenant, nous avons un outil qu'on appelle l'allergie moléculaire. C'est un outil extrêmement précieux, de découverte récente, à révolutionner notre approche à l'allergologie pour mieux affiner nos diagnostics, mieux traiter et conseiller nos patients. Alors, en 2015, le diagnostic d'allergologie repose sur 3 critères fondamentaux. L'histoire de maladie, extrêmement important, une enquête clinique exhaustive est nécessaire. Les tests cutanés sous toutes ses formes, prick-test, IDR, patch ou test de provocation. Et puis, on a à notre disposition les examens biologiques pour déterminer l'atopie par les multi-allergiques spécifiques, test de dépistage global de l'atopie. Et puis, on a des dosages d'IgE spécifiques pour identification individuelle de l'allergène incriminé. Aujourd'hui, on va plus loin avec un dosage moléculaire des protéines majeures et mineures, natives ou recombinantes, pour un meilleur dépistage des allergènes incriminés, surtout dans les cas d'allergie croisée et polysensibilisation. On va parler un petit peu de l'épidémiologie. Les maladies allergiques sont de plus en plus fréquentes et constituent un réel problème de santé publique lié à notre vie moderne. Pourquoi? Exposition à la pollution en général, le tabac en priorité, mais en plus, l'augmentation des charges allergéniques dans notre environnement, l'apparition de nouvelles espèces dans notre sphère de vie quotidienne. La prévalence varie selon les pays. En Europe, la prévalence des allergies respiratoires a doublé au cours de ces 31 années. L'atopie, on a vu aussi, est très fréquente dans la population générale. En France, en 30 à 40% de la population a au moins un test cutané positif. L'asthme touche 10 à 15% des enfants et adolescents, 5 à 7% des adultes, et à l'île Maurice et la Réunion, c'est 10 à 12%. L'asthme est souvent associé à la rhinite. 80% des asthmatiques allergiques font également des rhinites, et 30% porteurs de rhinite font ou feront de l'asthme. La morbidité et la mortalité, les maladies allergiques sont responsables d'une forte morbidité. Coût de l'asthme en France, 1,5 milliard d'euros, dont 65% de coûts directs, hospitalisation, traitement, consultation, et 35% des coûts indirects par l'absentéisme à l'école, enfin à l'enfant, au travail, etc.
1500 décès annuels par asthme en France. Alors, le diagnostic de l'asthme allergique, c'est sur ça qu'on va essayer de se concentrer. L'interrogatoire est l'élément capital pour le diagnostic. C'est une véritable enquête policière à mener. Ceci va nous orienter vers les examens complémentaires, la recherche des facteurs allergiques en cause. Donc l'histoire de la maladie, qui va nous donner déjà des repères, différents tableaux cliniques sont possibles. Donc je vais énumérer, donc là-dedans il y aura tout ce que vous savez. Crise, ça peut être allant vers des crises d'asthme typiques avec sifflement bronchique à répétition dans le temps de l'enfance, des dyspnées continues fréquentes et à l'effort lors des activités sportives, ou tous sèches spasmodiques à répétition, des épisodes de bronchiolite fréquents dans les premières années de la vie, tableau de bronchite à répétition nécessitant de multiples traitements, antibiothérapie, corticothérapie, etc. Et puis, on a mélangé un petit peu tout ça, on traite comme une désinfection alors que c'est véritable tableau d'asthme. Alors, on cherche aussi les facteurs déclenchants. Souvent, en posant la question, en contact de la poussière qu'on déclenche cette crise, contact des animaux, pollen, contact avec les pollens pendant certaines saisons, contact avec des produits irritants, ou bien quand il y a des épisodes de virus, c'est là où l'asthme s'aggrave. Les antécédents allergiques personnels, très important parce que ça va nous donner une orientation. Donc, recherche d'un terrain atopique. L'eczéma, dermatite atopique dans l'enfance, allergie alimentaire, syndrome oral, œdème de Quick, allergie médicamenteuse, aspirine, bêta-globine, bêta-bloqueur, souvent c'est pas nécessairement atopique, rhinite spasmodique perannuelle datant de l'enfance, conjonctivite. Il faut chercher aussi les circonstances de déroulement de ces symptomatologies, du lieu et du temps, orientant fréquemment vers un asthme allergique évoluant sur un terrain atopique personnel ou non. Dans d'autres circonstances, le relevé systématique des symptômes ou des circonstances déclenchantes est nécessaire. Un cahier d'autosurveillance, un cahier alimentaire, confrontation avec les calendriers politiques. Parfois, les événements sont moins typiques, symptômes continus, absence de facteurs déclenchants, présence de polysensibilisation, allergènes masqués, difficiles à identifier. Les antécédents familiaux, aussi importants, fait important à relever chez les très jeunes enfants, ça c'est important, nécessaire dans la recherche d'asthme du nourrisson. Parce que le nourrisson, donc souvent on n'a pas d'éléments vraiment palpables, et là, l'antécédent familial peut nous guider. L'allergie a une composante génétique, par l'hérédité, mais également environnementale. Donc il faut associer ces deux facteurs. Les composantes génétiques, on sait qu'un enfant dont les deux parents sont allergiques a plus de chances de souffrir d'une allergie qu'un enfant qui a un seul parent ou aucun parent d'allergie. Cette notion capitale définit les enfants à risque, les bien identifiés pour l'asthme allergique. L'intérêt, on peut déjà, si on connaît ces différentes choses, protéger très tôt leur environnement, éviter de solliciter trop tôt le système immunitaire de ces jeunes bébés vis-à-vis d'un environnement agressif, par exemple exposition au tabac, produits irritants, allergènes, etc. Donc la composante génétique est polymorphe. Plusieurs gènes sont impliqués. De nombreuses recherches génétiques sont en cours et ça continue, mais on n'a toujours pas été concluante à nos jours. La composante environnementale, la fréquence des allergies alimentaires, la fréquence des allergies augmente dans le temps, liée certes à la génétique, mais paradoxalement aussi par l'amélioration de nos conditions socio-économiques. On a l'impression que quand les choses sur le plan économique vont bien, là, la chose aussi augmente. Donc, pourquoi on a une sensibilisation vis-à-vis des allergènes de l'environnement, acariens, animaux plus fréquemment, modification de nos habitudes alimentaires, la consommation d'aliments allergisants, cacahuètes, les fruits exotiques qu'on consomme de plus en plus durant la petite enfance. La relation asthme-obésité, lien de causalité est pratiquement établi aujourd'hui, niveau preuve élevé. La relation allergie-obésité, c'est un niveau de preuve faible. Le tabagisme passif maternel, in utero, actif et passif, augmenterait la synthèse des IgE et favoriserait la sensibilisation aux pneumallergènes, voire des trophoallergènes. Une forte charge d'allergènes dans l'environnement, dont certains en milieu professionnel par exemple aussi, peut être aussi une cause. Les allergies croisées de plus en plus connues, là je vous demanderai de faire référence à allerdata.com ou allergom.com qui vous donnera beaucoup plus de détails et d'informations.
La pollution atmosphérique aussi a un rôle important. L'orage est un facteur méconnu qui peut fragmenter donc les pollens et donc augmente le risque de l'allergie. Certains polluants comme les particules ultra fines de diesel favoriseraient la synthèse d'IgE et augmentent la sensibilité aux allergènes. Donc on prend effectivement ce composant environnemental, c'est extrêmement important à chercher. Il y a aussi la théorie hygiéniste et augmentation des allergènes, cette relation épidémiologique entre la baisse des contacts infectieux et l'augmentation des maladies liées à l'indissimilité. Diminution des parasitoses et la tuberculose dans certains pays industrialisés a vu augmenter la prévalence des maladies allergiques. Ce problème est néanmoins très complexe, mais c'est un fait épidémiologique. Les allergies sont plus fréquentes depuis l'avènement des antibiotiques et de la vaccination. La fréquence de l'atopie est moindre chez les jeunes enfants d'une fratrie plus souvent infectés que par leur aîné et chez les enfants ayant été en crèche. Donc il y a quelque chose qui est de relation à cause avec. La fréquence d'atopie est moindre en milieu rural. Et les milieux riches en endotoxines bactériennes, c'est un milieu, par exemple, milieu agricole, on voit aussi que les gens sont moins touchés par l'allergène. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on commence à proposer des séjours à la ferme pour les femmes enceintes très tôt pour essayer de réduire l'atopie. Alors, là, une fois qu'on a rentré un petit peu dans cet interrogatoire, il faut faire le diagnostic de l'asthme. Donc l'exploration fonctionnelle respiratoire est l'étape essentielle pour la confirmation de l'asthme et sa sévérité. Trop souvent négligée par les médecins généralistes. Qu'est-ce que ça nous montre? Un trouble ventilatoire obstructif, souvent spastique, réversible de façon significative, de façon complète ou incomplète après un test au bêta-2 mimétique. Le VMS ou le DM25 qui mesure donc les petites voies aériennes sont augmentés après test à la bêta-mimétique de 15 à 20%, quand on dit 12% maintenant pour confirmer l'asthme. Peut montrer également aussi l'EFR peut-être normal. Si quand c'est normal, qu'on pense qu'il y a quand même une hyperactivité bronchique, on est obligé alors de faire révéler ceci par le test de provocation bronchique non spécifique, le test à la bêta-choline ou le test à l'effort. Alors, quand on parle de l'asthme, toute obstruction bronchique n'est pas asthme. Donc il faut quand même aller chercher aussi le diagnostic différentiel. En présence de signes d'asthme, le rôle de l'allergie n'est pas systématique. On distingue classiquement l'asthme atopique, apparaissant plus fréquemment chez l'enfant et les sujets jeunes, tandis que l'asthme atopique de survenue plus tardive et d'évolution plus sévère. Souvent, par exemple, l'asthme professionnel, etc. Mais c'est une notion encore très discutable. Alors, il faut éliminer aussi d'autres pathologies respiratoires obstructives, simulant un asthme. Là, faire une radiographie du thorax, des sinus maxillofrontaux, tout ça paraît important pour pouvoir faire la différence. Alors, une fois qu'on est arrivé à prouver que l'asthme est là, on a fait l'interrogatoire, on va aller chercher ce facteur allergique de cet asthme. Quelques rappels sur l'allergie. Donc, qu'est-ce que c'est l'atopie? C'est l'aptitude génétiquement programmée d'un individu à synthétiser des IgE spécifiques vis-à-vis de certains allergènes dans son environnement. Un facteur de risque de développer une maladie allergique, l'atopie, qui peut donner l'asthme et rhinite allergique. Deuxièmement, la sensibilisation, voilà, c'est des choses qu'on entend toujours. Cette sensibilisation, c'est la présence d'un test cutané positif à un allergène, mais sans donner une réaction clinique de type allergique. C'est-à-dire un test cutané positif au poil de chat, mais si maintenant il n'y a aucune manifestation de rhinoconjonctivite ou d'asthme en contact du chat, on dira qu'il est sensibilisé, il n'est pas allergique. L'allergène, c'est une substance étrangère provoquant une réaction inadaptée ou excessive du système immunitaire de l'organisme à la suite d'un contact avec ce dernier. Et qu'on appelle quand c'est dans l'air le plume allergène, quand c'est alimenté à trop allergène, et puis on a les allergènes professionnels. Hypersensibilité, selon Gell et Coombs. Gell et Coombs, donc en 63, ont proposé une classification de l'hypersensibilité en 4 types. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'hypersensibilité de type 1 ou hypersensibilité immédiate. Là, le type de réaction le plus souvent en cause dans l'allergie respiratoire, médiée par les IgE. Ces IgE sont fixés à la surface des mastocytes, tout à l'heure on verra, et des basophiles. Alors, la physiopathologie de l'allergie respiratoire, elle fait intervenir 3 choses. Un allergène, une réaction immunitaire d'IgE dépendante, et la conséquence est une inflammation rhinosinusienne ou bronchique.
Les IgE sont synthétisés à partir des lymphocytes B, comme les autres immunoglobulines. Chez l'atopique, il y a synthèse anormalement élevée des IgE du fait des lymphocytes T auxiliaires de type 2, qu'on appelle le TH2, produisant les cytokines IL4 et IL13. Donc, on sait que le sérum d'un sujet normal, la concentration IgE sont 1000 fois plus faibles, normalement 300 nanogrammes par litre, à celle des IgE qui sont à 0,3 mg par millilitre. Alors, le déroulement de l'allergie se fait en deux phases. On a une phase de sensibilisation, ce qu'on appelle une phase cliniquement silencieuse, c'est-à-dire le sujet va être en contact, il va déclencher des synthèses d'IgE, et après on a une phase effectrice, c'est lorsque le sujet étant sensibilisé va être en contact une deuxième fois avec l'allergène, et donc il va créer donc des réactions cliniques. Donc la synthèse d'IgE de l'allergène, donc qu'est-ce qui se passe? La cellule dendritique à la surface de la peau, la muqueuse digestive, respiratoire, capte et prépare l'allergène afin de le présenter au lymphocyte T. Les peptides antigéniques sont présentés au récepteur T, combinés aux molécules complexes majeures d'histocompatibilité qu'on appelle type 2. Ces lymphocytes auxiliaires de type 2 sont préférentiellement impliqués dans la réaction allergique, à la différence des lymphocytes axillaires type 1, T1, produisant donc des IL2 et interférons. Mais on sait très bien que ce n'est pas toujours net comme on est en train de dire. Qu'est-ce que ça présente d'une fois la réaction va se passer? Il y aura production des IL4, IL5 et IL13. Ainsi, IL4 et IL13 favorisent la synthèse d'IgE par les lymphocytes B. Les IgE sont essentiellement liés, une fois que les IgE sont fabriqués, ils vont se fixer sur les mastocytes et sur les polynucléaires basophiles. Par le biais des récepteurs à la surface de très forte affinité, le fragment RI, elle peut reconnaître un nouveau allergène par son fragment FAB, et c'est là effectivement qu'il y aura la réaction allergique qui va se passer. Donc les mastocytes sont ubiquitaires, ils se trouvent partout. Ils sont abondants dans la peau, dans les muqueuses, les voies aériennes, dans le tube digestif. Et si les IgE sont détectables, c'est là que c'est important, comme ces mastocytes, on les voit partout, on peut détecter ces IgE normalement par les tests cutanés ou dans dosage aussi dans le sang. Et cette phase-là, c'est une phase qui est silencieuse. Voilà. Donc, la deuxième phase, c'est la phase effectrice symptomatique. Donc, la multivalence des allergènes, il y a plusieurs isotopes, va ainsi permettre de rapprocher plusieurs molécules d'IgE, provoquant une signalisation et donc une activité. Donc, fabrication des IgE qui se fixent sur les cellules mastocytaires ou basophiles, ce qu'on appelle la sensibilisation, la clinique muette, et puis recontact avec l'allergène qui va se fixer après sur les IgE, et là, réaction allergique qui va se traduire par la clinique. Donc, lors d'un nouveau contact avec l'allergène est reconnu par l'IgE fixé à la surface des cellules inflammatoires, mastocytes et basophiles, et là, il y aura déclenchement d'une activité cellulaire traduisant par la libération des médiateurs stockés, l'histamine, protéase, la synthèse d'autres médiateurs inflammatoires, prostaglandines, leucotriènes, la production des chimiokines qui attirent d'autres cellules sur le site inflammatoire et des cytokines qui entretiennent la réaction inflammatoire. Les médiateurs ont des actions délétères sur ces réactions allergiques qui va se mettre en place. Ces médiateurs ont des actions délétères sur les organes et les tissus, créant la vasodilatation, l'extravasation et les bronchoconstrictions et l'œdème. La mise en jeu de cette cascade de réactions explique que la réaction allergique peut se poursuivre alors que le contact allergénique a cessé. Donc, au plan clinique, cette phase est liée à l'expression symptomatique, c'est-à-dire effectivement phénotype de la. Voilà, à peu près ce que j'ai résumé. Voilà, vous avez. Voilà, ici on voit effectivement le cellule dendritique qui capte donc l'allergène, qui va ramener ça donc avec le T, qui va être
sensibiliser pour, je le prends, compatibilité TH2, donc après, va libérer donc des cytokines et des interleukines pour pouvoir donc attirer, donc pousser ces cellules B de produire effectivement des IgE qui vont fixer sur le mastocyte et après libération de ces substances pour créer l'hypersécrétion, bronchoconstriction, etc. et inflammation. Alors, quels sont les signes biologiques de l'allergie? Alors, le diagnostic de sensibilisation, on peut le faire, c'est nécessaire mais insuffisant pour identifier l'allergène. Le diagnostic de sensibilisation témoigne la présence d'IgE spécifiques ou des cellules T vis-à-vis d'un ou plusieurs allergènes. Mais ça ne donne pas le diagnostic, enfin l'identification de l'allergène. Alors, on a à notre disposition plusieurs types voilà, on a plusieurs types, voilà, des tests. Voilà, on a des tests multi-allergéniques de dépistage, c'est-à-dire qu'on fait un dépistage systématique, on fait un dosage, on prélève le sang et on fait un dosage sanguin des IgE spécifiques vis-à-vis un mélange d'allergènes, le plus souvent rencontré d'allergies de type immédiat. Donc ça, vous avez les Fadiatop, Tofatop, Screen, Clavix, etc. Tout ça pour nous donner en gros, pour nous dire, voilà, est-ce que le sujet est atopique. Donc, quand c'est positif, ça fait dépister une atopie avec une très bonne sensibilité. À 90%, on peut dire, voilà, le sujet est atopique, mais on ne peut pas dire encore quel allergène est incriminé. Si c'est négatif, il y a absence d'atopie, mais ce n'est pas toujours absolu. Donc, réalisable, ceci est réalisable sans être à jeun et en présence antihistamique, ça ne fausse pas le test. La poursuite, donc une fois qu'on a fait ces tests, on sait que il y a une atopie, il faut poursuivre l'enquête allergologique à ce stade pour identifier où quels sont les allergènes qui sont en cause. Alors, c'est là qu'on va faire, parce qu'on sait très bien, on vient de dire effectivement, sur les mastocytes qui sont sur la peau, qui contiennent, s'il est sensibilisé, ces IgE sont fixés sur les mastocytes, et là, le test qui est très intéressant, c'est le test cutané, qui est un test, une méthode de référence pour dire à quelqu'un qui est allergique, à quoi il est allergique. Ça confirme l'impression clinique dans la grande majorité des cas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand même, c'est une méthode simple, fiable, reproductible et peu onéreuse, et qu'on peut faire tous pour pouvoir découvrir donc, à quoi il est allergique. Réalisable à tout âge de la vie, à partir d'un an chez le nourrisson. C'est-à-dire on peut toujours déjà trouver, si un nourrisson est allergique aux ingrédients, on prendra des précautions pour éviter l'évolution. Donc on teste les allergènes dont le rôle est suggéré par les données interrogatoires, le site géographique ou la profession. Donc les allergènes testés sont disponibles sous forme de purifiés et standardisés, le laboratoire LCAS, l'allergène. Les tests réalisés sont parfois partir. On peut aussi faire parfois des tests réalisés par des substances natives, sous surveillance native, veut dire effectivement, si on n'a pas le produit en question et on sent qu'il y a une sensibilité vis-à-vis d'un produit donné, on peut l'utiliser en forme native, mais ça, il faut quand même le faire sous surveillance médicale. Le but de test cutané, c'est pour détecter et quantifier les IgE spécifiques vis-à-vis d'un ou plusieurs allergènes fixés sur les cellules médiatrices. On a dit que les cellules médiatrices se trouvent au niveau de la peau, et puis une fois on amène l'allergène va faire réagir, et on va voir effectivement une réaction qui va se passer pour nous dire effectivement. Alors le principe, c'est activation des mastocytes cutanés par un allergène susceptible de reconnaître les IgE fixés sur la surface des cellules, et mesure la réaction inflammatoire locale ainsi provoquée. Voilà, alors voilà les produits qu'on a, comme ça, vous avez toutes sortes de produits, par exemple ici, on a les acariens de toutes formes, on a les panères, les pollens d'arbres, etc., etc. Et voilà comment ça se passe. Donc, la technologie, ici vous voyez bien le micro, s'il vous plaît. Pardon. Micro, un peu plus. Excusez-moi. C'est long. Oui, excusez-moi. Oula. Alors, donc, la technique, c'est... Voilà. Alors, ce qu'on appelle le pre-test, maintenant l'intra-DMO, maintenant on ne le fait plus parce que c'est quand même beaucoup plus dangereux, il y a plus de réactions graves systémiques. Donc, c'est quelque chose de simple. Voilà. On va introduire des produits, introduction intradiamique, effectivement, à l'aide de micro-lentes. On dépose les produits
sur la peau. Donc ici, par exemple, là, alors vous avez ce qu'on appelle le témoin négatif et le témoin positif, donc à base d'histamine ici. Tout le monde réagit effectivement quand on met ça. Et après, voilà, on va déposer les allergènes, par exemple, ici on voit les acariens. Et puis après, avec un micro-lance, on va piquer dedans pour en intradermaux et on va attendre 15 minutes. Voilà. Donc, on va introduire le cosophrore face antérieure du bras, qui est plus accessible, d'une telle quantité d'allergènes purifiés standardisés. Lecture en 15 minutes. On mesure le diamètre de la papule, d'accord? On mesure l'induration au centre, là, que vous voyez ici, d'accord? Et l'érythème tout autour. Voilà. Et on compare avec, ici, le négatif. Alors, regardez ici, c'est le positif. Là, c'est négatif. On sait le positif, par exemple, il y a 3 mm, et là on regarde, effectivement, on voit que c'est comme le positif, même supérieur par rapport au positif, il est plus que 3 mm, et voilà, avec des réactions avec l'érythème, donc on sait que là, il est très allergique aux acariens. Donc c'est une méthode très, très simple, il n'y a pas de danger avec le prix de test, et puis on a une multitude d'informations concernant l'allergie de la patient. Le résultat, voilà, un test positif. Si le diagnostic, si le diamètre de la papule est supérieur à 3 mm par rapport au témoin négatif, on dit voilà, qui est nul, donc on dit que le sujet est positif. Quels sont les allergènes testés? À l'île de la Réunion, nous on a surtout les acariens, donc les Pterococcus des farinés, enfin non, Blobia excusez-moi, tropicalis, dites-moi, attends, je suis en train de faire des bêtises, hein. 80% des enfants asthmatiques en sont 90% des enfants asthmatiques en sont allergiques donc à l'île de la Réunion. Donc, si on passe à côté, on ne fait pas des tests, là on est en train de traiter de l'asthme sans savoir qu'il y a un facteur intéressant qu'il faut éliminer, qui pourrait donc, on ne peut pas éliminer l'acarien, mais on peut aider ces enfants à mieux se porter. Les pollens de graminées, nous ce qu'on teste, c'est des dactyles, fléoles, sinon on a les gazons, fléoles et chiadans, gazon, ficus, philao, platane, canne à sucre. Canne à sucre, maintenant on sait que c'est pas très intéressant, le latex. En métropole, on a un véritable calendrier pollinique. Là, effectivement, on s'adapte en fonction de l'exposition pollinique de la région. Donc la région nord, la région sud, et ouest, etc. C'est pas du tout les mêmes calendriers polliniques. Les fanères d'animaux domestiques, chats, chiens, lapins, cheval, blattes germaniques, certaines moisissures, on teste surtout l'alternaria. Pour info, les tests aux moisissures ne sont plus commercialisés, sauf pour l'alternaria maintenant. Chez les enfants, on pense aussi donc à les trophallergènes, donc inférieurs à 3 ans, on ajoute à cette batterie certains allergènes, arachides, qui paraît beaucoup plus important, blanc d'œuf, poisson et lait de vache. Voilà, quels sont les effets secondaires de ces tests? Avec le prick test, c'est extrêmement rare. En général, bénin. Si on a une réaction locale étendue, les réactions syndromiques, ça y est, peut avoir des rhinites, un petit peu d'asthme. Les réactions anaphylactiques, c'est exceptionnel avec cette méthode. Quoique moi, j'ai déjà eu une réaction avec les blattes. Bon. Néanmoins, des précautions, il faut réaliser ces tests avec précaution, c'est pas même si c'est rare, il faut toujours, c'est un acte médical avec délégué à une infirmière sous contrôle direct d'un médecin. Réaliser à distance de tout événement aigu, il faut avoir toujours d'urgence à proximité d'adrénaline, corticoïdes, antihistaminiques, bronchodilatateurs, utiliser d'allergènes purifiés standardisés, pas des préparations excusez-moi, pas des préparations individuelles à partir des substances natives, à moins qu'on ait l'habitude. Hein, alors, quelles sont les contre-indications de ces tests? Il ne faut pas le faire sous antihistaminique, parce que ça donne des faux négatifs, on peut comprendre. Il faut arrêter le produit 4 à 8 jours avant de faire le test. Il ne faut pas le faire quand on est sous méta... Oh là là, excuse-moi. Pas quand on est sous méta-bloqueur, hein, parce que c'est une contre-indication relative, peut bloquer, parce que s'il fait une réaction anaphylactique, ça va bloquer l'effet d'adrénaline en cas de besoin. Lors des poussées d'eczéma, de l'asthme instable et sévère, ça va de soi. Alors, la confirmation de l'allergie. Le diagnostic d'atopie posé par les tests cutanés et biologiques
Déterminer l'allergie, c'est-à-dire la mise en évidence d'une relation de cause à effet entre l'exposition à l'allergène et la réaction clinique est importante. Puis, il faut évaluer la responsabilité de cet allergène dans la gravité et dans la pérennité des symptômes. En principe, la confrontation de la clinique, quand vous avez fait bien un bon interrogatoire clinique et qu'on a des tests cutanés positifs, ça suffit amplement pour poser le diagnostic de l'allergie ou non dans la majorité des cas. Donc ça vaut la peine quand même de faire un examen de test allergique. Alors, pour les cas difficiles, en cas de test cutané douteux, dans le cas de polysensibilisation allergie croisée, les tests cutanés ne donnent pas de réponse. Là, il faut avoir recours à d'autres examens pour confirmer la responsabilité des allergènes suspects. Donc, par exemple, on peut faire un dosage, on fait des dosages d'IgE spécifiques. Qu'est-ce qu'on fait? On mesure dans le sang maintenant la concentration d'IgE spécifique libre circulant. La mesure, on fait ce qu'on appelle une mesure de RAST, de Radio Allergo Sorbent Test, exprimée en unités, unité internationale, donc un taux inférieur à 0,35 est considéré comme négatif. Ce dosage est utile seulement en cas des tests cutanés douteux. Quand on a fait des tests cutanés douteux, mais on voit cliniquement il y a quand même un problème, dans ce cas-là on a recours. Mais sachant que la sensibilité des IgE spécifiques est en général inférieure à celle de test cutané pour dépistage de l'hypersensibilisation, et en plus c'est très cher par rapport au test cutané. Alors, on a tout ce temps-là, pendant longtemps on arrive jusqu'au test cutané pour faire le diagnostic, mais quand on avait des tests douteux, ou bien on a une polysensibilisation, c'est un peu difficile. Mais aujourd'hui, on a à notre disposition l'allergie moléculaire, c'est une révolution allergologique datant de trentaine d'années maintenant. Ça a changé notre façon d'envisager l'allergologie. Outil de précision pour mieux affiner notre diagnostic. Envisager un traitement plus ciblé et plus sûr. Se fait couramment au labo, bon, Fatia, etc. Là, vous verrez un petit peu la référence à l'ATA qui va vous donner un petit peu donc, plus d'éléments, et puis vous allez comprendre un petit peu ce problème d'allergie moléculaire. Donc, qu'est-ce que ça, en gros, ça détermine? C'est une mise en évidence des protéines multiples majeures et mineures des multiples allergènes, des familles d'allergènes inventoriées. Permet d'affiner le diagnostic complexe sur les polysensibilités telles que les allergies croisées. Assure également une immunothérapie si on a une désensibilisation à faire, qui sera beaucoup plus ciblée, plus spécifique et plus en sécurité pour les patients. L'allergie croisée, quelles sont ces allergies croisées? Par exemple, entre les espèces des mêmes familles, par exemple, entre les trophoallergènes, entre les pneumoallergènes, il y a des allergènes croisés. Entre les familles croisées des pneumoallergènes et des trophoallergènes, par exemple. L'exemple, on peut par exemple être allergique aux acariens et en même temps aux allergènes alimentaires, tels que escargots, bulots, calamars, par exemple. Maintenant, si par exemple quelqu'un qui est allergique aux acariens, il faut aussi penser qu'il peut être aussi allergique aux escargots. Donc c'est une manière d'aller comprendre qu'est-ce qui est responsable de ces allergènes pour pouvoir mieux conseiller le malade et traiter. Voilà. Maintenant, par exemple, avec par exemple pomme et bouleau, ça c'est un exemple classique, pomme et bouleau, les gens qui sont allergiques à la pomme et en même temps le bouleau. Le latex, par exemple, ils sont allergiques au latex, mais en même temps avocat, banane, châtaigne. Donc, quand on voit que ces gens-là sont allergiques à toutes ces substances-là, on va quand même prendre plus de précautions. Par exemple, chez une infirmière qui utilise des gants de latex, quand ils sont allergiques à ça, il faut quand même lui dire qu'il pourrait être allergique croisée. Ou bien quand il est, souvent dans les chirurgies par exemple, le chirurgien qui va utiliser les gants latex chez quelqu'un qui est allergique, quand il faut leur dire qu'effectivement il peut y avoir l'allergie croisée. Par exemple, plumes de poule et œufs, viande de porc et poils de chat. Tout ça, c'est des trucs classiques. Alors, plusieurs d'autres dosages biologiques sont sans intérêt en allergie respiratoire qu'on faisait dans l'époque. Dosage d'IgE, vous verrez, c'est pas très intéressant, on vous le passe un petit peu. Il y a des dosages d'IgE eosinophiles sanguins, mais où il y a une fonction effectivement dans le cadre effectivement pour aller sur l'augmentation pour la sévérité de l'asthme par exemple. Donc on est chef de sévérité. Voilà.
dosage tryptase, par exemple, sérique, par exemple, dans le cas, lorsque vous aurez une nature anaphylactique de substance dans le choc anesthésique, par exemple. Tout ça, ça ne rentre pas dans le cas d'IgE spécifique, histamino-libération. Et test de provocation. Là aussi, on faisait quand même, mais il faut quand même le faire avec beaucoup de précautions, parce que ça, c'est un test potentiellement dangereux, parce que vous risquez de déclencher une crise d'asthme. Il faut le faire quand on le sait, il faut le faire, et puis le faire dans les conditions hospitalières, etc. Donc, en cas de doute diagnostic persistant, donc après un bilan de première intention, indiqué parfois dans le cadre des allergies professionnelles, quand on n'arrive pas à comprendre l'allergie, et on sait que le sujet sur le lieu de travail il est allergique, donc on fait des tests de provocation pour aller chercher, ou bien dans le cadre des allergies alimentaires ou médicaments. Je suis à le temps, ça oui, oui. Alors, quels sont les diagnostics? Une fois qu'on a fait l'examen clinique, on a fait les tests cutanés, même si les tests cutanés sont douteux, on essaye de faire l'allergie moléculaire. Qu'est-ce qu'on va? On va maintenant savoir quel est le diagnostic. Donc, on a le diagnostic étiologique de cet asthme qui est allergique. Les allergènes responsables des tableaux respirateurs en général, ce sont des allergènes aéroportés, tels les pneumallergènes d'intérieur, le plus souvent, qui sont quand même perannuels. Donc, qu'est-ce qu'on a? Les acariens, les blattes, les animaux domestiques, parmi les végétaux, d'intérieur le ficus, les moisissures aspergillus, Cadosporium, Penicillium, Alternaria, Latex pour les produits chimiques. Les pneumallergènes d'extérieur saisonniers, les pollens les plus fréquents basés sur le calendrier politique en France, métropolitaine. Chez nous, on a 365 jours des pollens, c'est difficile de faire un calendrier. Pollen d'arbre, pas en France, je vais y dire aussi, de janvier à avril, on trouve, si c'est entre janvier et avril, on trouve souvent du bouleau, cyprès, frêne, pollen de graminées de mai à juillet, les plus ubiquitaires, dactyle, pléole, pollen herbacé d'avril à septembre, les urticacées et composés. Calendrier politique à La Réunion, plus aléatoire parce que tout le long de l'année, on a les mêmes problèmes. Certaines moisissures d'extérieur, comme l'alternaria, sont aussi impliquées dans les phénomènes allergiques. Dans l'océan Indien, situation assez particulière. Les allergènes alimentaires, alors chez les enfants, c'est important d'aller rechercher surtout les blancs d'œufs, le lait, arachides, légumineuses. Chez les adultes, souvent, oui. Alors, excusez, voilà. Je suis avancé un peu trop vite. Voilà. Et puis on a donc, chez les adultes, voilà, on voit un petit peu tout ce qui est les rosacées, donc les abricots, framboises. Voilà. Latex, allergie croisée, par exemple ici, la banane, kiwi, châtaigne, avocat, les blondifères, etc. Donc ça, c'est des choses qu'il faut penser. Alors, le traitement. Des objectifs. De l'asthme dans un premier temps. Bon, tout ça, ça va être fait, je vous passe un petit peu, mais juste pour dire donc, ce qu'on fait pour le traitement de l'asthme, selon les différents stades de sévérité, pour assurer un contrôle. Ce qu'on veut, c'est un contrôle optimum selon China. Le traitement de l'allergie, première chose, il faut faire disparaître les symptômes, et parfois, il s'agit d'une urgence, donc dans ce cas-là, le traitement symptomatique est prioritaire. Les mesures d'éviction combinées au traitement pharmacologique permettent en général la disparition ou la limitation des symptômes afin que le sujet puisse mener une vie normale. La prévention est très importante. La prévention de l'allergie est une étape fondamentale du traitement, même si elle n'est pas toujours réalisable. Elle se fonde sur l'éviction des allergènes et sur l'éducation thérapeutique. Donc la prévention primaire des allergènes consiste à limiter le plus possible l'apparition d'une sensibilisation aux allergènes dès le premier âge. Donc, la prévention secondaire consiste à limiter le plus possible l'apparition des symptômes de maladies allergiques. Donc, chez les enfants, c'est quelque chose de très, très important de tester ces enfants, parce qu'une fois qu'on sait que l'allergie est là, donc on pourrait donner des conseils mais très précieux pour pouvoir peut-être changer l'évolution, le destin même de sa maladie. Alors, une fois qu'on connaît l'allergène, il faut penser à l'éviction de cet allergène en cause. L'objectif, c'est de mettre en place un plan d'éviction lorsque cela est possible. Ce n'est pas toujours possible. Donc, il faut mettre le maintien d'une exposition aux sources allergéniques mises en cause est le plus souvent un obstacle rédhibitoire à la bonne
prise en charge du patient. C'est pas facile. Donc on a les acariens, voilà, toutes les mesures que vous pouvez. De toute façon, vous aurez ça, on a enregistré voilà, vous aurez voilà, toutes les mesures, comment faire pour lutter contre les acariens. Donc, passant par aérer les chambres, diminuer l'humidité, aspirer, donc retrait des ramasse-poussières tels que tapis, coussins, peluches, lavage des draps régulièrement, ou anti-acariens, etc. Les blattes aussi, il faut là aussi les désinsectiser. Les animaux domestiques, débarrasser du chat, c'est pas toujours facile, parfois c'est un problème psychologique pour les enfants qui sont attachés. Chiens, lapins, hamsters. Les moisissures, il faut toujours faire le nettoyage à l'eau et l'eau de javel, une ventilation suffisante dans les habitats. Pour les pollens c'est quand même plus difficilement évitable en période printanière, donc l'atmosphère intérieure étant cependant moins à risque. Dans ce cas-là, pour les pollens, on demande aux gens d'éviter les joggings pendant la période pollinique ou se protéger cache-nez ou prendre des médicaments anti-allergiques. Voilà. Alors, le traitement symptomatique, quand on ne peut pas faire l'édiction, on est obligé de prendre. Donc, alors, vous avez les antihistaminiques, mais tout ça, vous connaissez, hein, les bloqueurs des récepteurs achat d'histamine. Donc, dans le cadre, parce qu'ils sont actifs sur les symptômes de rhinite en dehors de l'obstruction nasale, ils jouent que sur les rhinorrhées et pas sur l'obstruction nasale, les conjonctivites et sur le purine. Aucun effet significatif sur l'asthme. Les antihistaminiques de deuxième génération préférés, ça donne moins de somnolence, ça passe moins la barrière hémato-cérébrale, donc c'est plus intéressant. Les corticoïdes, leur action anti-inflammatoire puissante jugule la plupart des symptômes de l'allergie respiratoire. Efficacité dépend de la voie d'administration. Voie systémique efficacité incontestable, médicaments de l'urgence. Mais utilisation long cours à éviter parce qu'il y a des effets secondaires. Par voie locale, donc on utilise maintenant les voies locales, donc nasales ou inhalées, aucune place dans le traitement symptomatique de l'urgence bien sûr, mais permet de contrôler les allergies respiratoires au long cours. L'adrénaline, traitement de choix dans le cas de choc anaphylactique, les bronchodilatateurs utilisés par voie inhalée en cas de bronchospasme. Alors, les autres dimensions du traitement. Extrêmement important, cette éducation thérapeutique. Indispensable, une fois qu'on connaît la cause de l'allergie de cet asthme, est indispensable la mise en place des mesures d'éviction. L'utilisation des différents traitements, l'arrêt au sol, 2 heures, la désensibilisation, les trousses d'urgence, tout ça doit être à la portée de ce malade. Lutte contre tout produit irritant dans l'environnement. Donc il faut savoir que normalement les produits irritants peuvent potentialiser les réactions allergiques. Donc il faut simplement dire aux gens, non seulement il faut traiter contre les allergènes, mais il faut traiter contre tous ces produits irritants proches. Tabac, aérosols divers, des désodorisants, peinture, fumée de cuisson de feu de bois, milieu professionnel, scolaire, etc. Peut se faire dans des structures spécifiques. On a des écoles de l'asthme. En France, maintenant, on emploie maintenant des conseillères de l'environnement qui vont dans les maisons pour pouvoir expliquer aux parents comment ça se passe de manière in vivo pour pouvoir aider ces enfants à mieux même adapter leur éviction de ces allergènes. Les infirmières, il faut inclure aussi les infirmières, les kinés, pharmaciens dans cette éducation thérapeutique. Plan d'accueil personnalisé en cas d'allergie alimentaire chez l'enfant, surtout à l'école, un PAI à l'école, lors des voyages, où ils changent de pays, ou une intervention chirurgicale, si on est par exemple allergique au latex, tout ça il faut savoir, et puis lorsqu'il y a activité sportive, là aussi il faut savoir prendre les médicaments qu'il faut. Les dimensions psychologiques dans l'asthme. L'asthme n'est pas une maladie psychosomatique. Les symptômes chroniques récilients peuvent entraîner, ou on peut comprendre un impact psychologique. Alors, quand on sait qu'il y a un asthme, c'est un enfant allergique, souvent chez les jeunes qu'on va essayer de... Et puis, on voit qu'effectivement, malgré l'éviction, c'est difficile, l'asthme continue, on doit donner un traitement au long cours. Là, on peut essayer d'aller vers d'autres traitements qui paraissent très intéressants. De plus en plus maintenant, on commence à mieux comprendre cette immunothérapie. Et là, l'indication de cette immunothérapie spécifique, c'est en cas d'échec de bonne observance thérapeutique et de l'éviction de l'allergène. Souvent, ça marche très bien chez les patients monoallergiques, de préférence au maximum 2 allergènes, réservés aux patients allergiques au pollen, de graminées avant tout, l'acariens, venin d'abeille et poil de chat. L'allergie moléculaire va permettre
dans le futur, d'élargir l'indication à d'autres allergènes. On va pouvoir détecter avec spécificité cet allergène, donc donner encore une fois une immunothérapie spécifique. Parce que parfois, quand on ne sait pas si c'est spécifique, on rate un peu cette immunothérapie. Quel est l'objectif quand on fait l'immunothérapie? C'est pour rééduquer le système immunitaire. C'est le seul traitement étiologique de l'asthme allergique. Prévient le développement des nouvelles allergies et l'aggravation de la maladie, réduit, quand ça marche bien, ça peut nous entraîner vers une réduction de la charge thérapeutique. La méthode, alors qu'est-ce qu'on fait? L'introduction d'une tolérance immunitaire en administrant de faibles doses croissantes d'allergènes spécifiques pendant 2 à 3 ans. C'est le côté vraiment embêtant parce qu'il faut quand même faire un traitement de 3 à 5 ans. Je ne sais pas trop pourquoi, mais on a besoin de ça. En dessous de 3 ans, il semble que ça ne marche pas bien. Nécessite une réelle motivation parce que l'on va aller vers 3, 4, 5 ans. Donc l'indication doit être posée avec beaucoup de rigueur, c'est-à-dire que c'est long et fastidieux comme traitement. Donc il faut déjà mettre en place un bon traitement, l'éducation thérapeutique, etc., l'édiction, etc. Et puis quand ça ne marche pas et que c'est monothérapie, dans ce cas-là, ça va donner de bons résultats. Grâce à l'allergie moléculaire, l'allergène sera de plus en plus pur et spécifique avec de meilleures réponses thérapeutiques et de bonne sécurité. Des études réalisées chez les asthmatiques 9 ans après les désensibilisations notent une réduction des crises 3 fois moins que ceux sous traitement médicamenteux seul. Le principe, c'est un mécanisme qui est encore imparfaitement connu. Parmi les hypothèses, peut-être une réorientation de la réponse lymphocytaire de T2 vers le sens T1. Mais ça encore, c'est pas tout à fait clair. Avec production des IgE G4 bloquants, les modalités pratiques, c'est la voie sublinguale. Maintenant, avant, on faisait donc les sous-cutanées, maintenant c'est sublingual. 80% des intensifications en France. Une auto-administration d'une solution allergénique sous la langue, on met les produits sous la langue, dépourvu des effets secondaires graves, avec une efficacité comparable à la voie sous-cutanée. Contre-indication, voilà, c'est une liste, mais quand vous avez une maladie allergique non IgE spécifique, bien sûr, dysimmunité, par exemple, des maladies auto-immunes, vascularites, cancer, HIV, grossesse, on ne va pas déclencher une phase d'induction pendant la grossesse. Par contre, on peut poursuivre une désensibilisation lorsque la grossesse est déjà en cours. Effectivement, si vous avez déclenché une désensibilisation et que la grossesse est là, on peut continuer sa désensibilisation. Donc, une contre-indication dans la sévère, lorsque une mastocytose, par exemple, on ne le fait pas. Les effets secondaires, quels sont ces effets secondaires? Avec la voie sublinguale, il y en a très peu. Ces réactions locales, c'est fréquent, sans incidence sur la poursuite du traitement. Très rare réaction syndromique avec la voie sublinguale. Asthme, rhinite, urticaire, consultation. Quand vous avez ça, il faut remettre le traitement en cause et puis voir aussi s'il n'y a pas d'erreur technique. Parce qu'on peut mettre trop de grosses doses, par exemple. Les réactions générales, bon, il peut y avoir, mais c'est assez rare. Hypotension, bronchospasme, choc anaphylactique. Là, il faut arrêter le traitement. Les facteurs de risque de réaction secondaire graves sont évitables. C'est souvent à cause des erreurs de dosage, parce qu'il y a, par exemple, on fait le traitement quand on est encore symptomatique, par exemple pour l'asthme, lorsqu'on a un degré élevé d'hypersensibilité, lorsqu'on emploie des bêta-bloqueurs, par exemple, et puis passage à un niveau flacon. Quand on passe d'un flacon à l'autre à des doses inférieures, on risque effectivement de créer des problèmes, et lors des périodes d'exacerbation pour frapper à cette désensibilisation. La voie injectable, ce n'est plus la voie de référence. Avant, on ne faisait que ça. Maintenant, on ne fait plus, du moins pour les pneumallergènes. Donc là, c'était des doses d'allergènes purifiées standardisées qui sont injectées par voie sous-cutanée stricte, face externe du bras, par un médecin et sous contrôle direct, en respectant toutes les précautions qu'on vient de dire. Et puis maintenant, on a aussi, en forme de comprimé, il y a 2 nouveaux médicaments. Je n'ai pas beaucoup, moi, personnellement, de grande expérience. Peut-être qu'il y a des gens qui ont parlé. Donc, il y a Grazax ALK contre les pollens, Oralea graminé, c'est allergène 5 allergène, qu'on met sous la langue, sous surveillance médicale, un comprimé par jour pendant 4 mois avant la saison pollinique, et jusqu'à la fin de celle-ci. Alors, comme conclusion, donc, dans la prise en charge d'un asthmatique, on répète qu'il faut un interrogatoire minutieux, exhaustif et capital. Il faut passer son temps à fouiller, on fait Colombo. Clinique, on cherche thératopique ou non.
l'importance des EFR pour confirmer la maladie d'asthme et évaluer sa sévérité, un bilan allergologique extrêmement important, surtout chez les enfants et les jeunes, temps fort dans le bilan d'asthme, à la recherche d'une étiologie allergénique, surtout chez les jeunes enfants et adultes, mais également des sujets âgés dans certaines circonstances. Il faut pratiquer des tests cutanés à tout âge, d'utilisation simple, peu coûteux, indispensable à la recherche de l'atopie, permettant de tester de nombreux allergènes les plus courants, plumallergènes, trophallergènes, etc. Permet d'assurer une documentation allergique de haute précision, indispensable pour mieux assurer la lutte contre les allergènes. Ainsi, contribuer à mieux contrôler l'asthme et l'allergie de très jeunes enfants avec l'espoir de changer le cours d'évolution de la maladie. Dans certains cas d'allergie croisée difficiles et complexes, céder des dosages d'IgE spécifiques et de l'allergie moléculaire pour affiner le diagnostic des allergènes majeurs et mineurs en cause pour mieux informer le patient, améliorer leur sécurité et mieux les traiter. Voilà. Merci, docteur Balatian. Des questions ou des commentaires? Je t'entends pas. Merci. Je pense que la plupart des collègues allergologues savent que le laboratoire Stallergen vient d'être fermé par décision judiciaire. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous pensez faire? Oui, je sais, donc. Oui. Merci, monsieur. Oui. Ils ont 90 jours pour revenir. Il y en a que fait, on a tous une cohérence. Que faire, oui. ALK accepte de faire tous les éléments, ça date de vendredi après-midi, ils acceptent ALK de donner toutes les demandes de prescriptions qui sont simples. Il n'y a pas des mélanges d'allergènes, acarien pur, dermatophagie extraordinaire, 5 graminées, 3 graminées et arbre. Ouais. Tous les mélanges qu'ils peuvent faire. C'est pour ça que je crois que c'est pour ça que j'ai dit il faut chercher ces cas de monoallergie. Là, on ne prend aucun risque. Et dès qu'on fait des mélanges, effectivement, on perd toute possibilité de pouvoir gérer les choses, c'est sûr. D'autres questions? Je voudrais, monsieur, savoir ce qu'il faut faire en cas de polyallergie, vraiment polyallergie au cours d'un asthme. Est-ce qu'on va prescrire pendant toute l'année un antihistaminique ou qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on ne peut pas faire l'ITS. Oui, de toute façon, donc soit on n'a pas de choix que de mettre un traitement de fond, c'est sûr. Mais maintenant, effectivement, parmi ces multiples allergies, c'est des choses qui coûtent très cher. On fait ça en France, en métropole. Donc on fait effectivement cette allergie moléculaire. Maintenant, on va y chercher parmi ces polycentriques. Est-ce qu'il y en a une protéine majeure, une allergène majeure qui pourrait? Peut-être là maintenant, c'est beaucoup plus intéressant, c'est un outil intéressant. Ça ne veut pas dire qu'on va trouver toutes les réponses, mais je pense que maintenant on peut céder à cet outil pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans notre recherche. Mais effectivement, quand on n'a pas ça, c'est quelque chose qui coûte cher et c'est nouveau. Et là, effectivement, il faut céder avec toujours l'éviction, malheureusement un tout petit peu aléatoire, et puis le traitement symptomatique, bien sûr. Je voudrais te poser une question ainsi qu'à l'ensemble de la communauté ou de la société pneumo-allergologique présente dans la salle, concernant les relations acarien-moisissure. L'équipe de mycologie du CHU de Besançon vient de démontrer qu'il existait une véritable symbiose entre les acariens et les moisissures. À savoir que certaines moisissures attirent les acariens qui les mangent. On retrouve dans leurs fesses des protéines de moisissure et que certaines moisissures repoussent les acariens par certaines toxines.
Alors, y a-t-il, en termes de prévention, des mesures à prendre concernant la chasse aux acariens et aux moisissures, et y a-t-il éventuellement une relation sur le plan allergologique entre allergie aux acariens et allergie aux moisissures? Oui, le problème, c'est des questions difficiles. Tu poses, parce qu'effectivement, déjà, l'éviction, c'est très difficile. On sait effectivement, ils sont toujours associés, comme tu le sais très bien. Maintenant, est-ce que, par exemple, en faisant l'allergie moléculaire, par exemple, est-ce que ça pourrait peut-être te donner une réponse? Mais ça ne... C'est pas quelque chose qui est facile, c'est sûr que c'est pas facile, mais bon. De toute manière, maintenant, je pense pour les moisissures, peut-être on teste que les laternariats. Le reste, c'est encore aléatoire, peut-être qui ont été retirés. Mais je pense, effectivement, c'est un travail encore à long terme, c'est sujet de recherche encore. Hein. J'ai une question. L'éviction des moisissures et des acariens, c'est très difficile. Très difficile. Et donc, moi je suis beaucoup de gamin, du karaté. On n'entend pas bien là. Ça marche pas. Oui, je disais que en pratique, l'éviction des acariens et des moisissures, c'est quelque chose de très difficile. Et moi, en tant qu'ophtalmo, je suis pas mal de gamins qui ont des kératoconjonctivites très sévères, très difficiles à traiter. Et ma question est celle-ci, est-ce que tu, dans ton expérience clinique, as remarqué que, avec les années, c'est-à-dire que vers 25 ans, ces phénomènes allergiques diminuaient? Moi, je suis des gamins qui ont vraiment des grosses atteintes cornéennes, maintenant des écolières spécifiques à base de cyclosporine qui améliorent les choses localement, mais pour autant, l'éviction aux allergènes n'est pas faite, parce qu'en pratique, c'est tellement compliqué. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a un moment dans la vie où ces phénomènes allergiques diminuent. Est-ce que tu as cette impression? Et toi, tu vois, par exemple, avec le temps, tu sens qu'effectivement, il y a... Mais je pense peut-être le changement, parce que les enfants, maintenant, peut-être, ils vivaient dans un environnement plus dense d'acariens, et puis en grandissant, en devenant adulte, ils changent d'environnement. C'est peut-être une cause. Est-ce que cette éviction, peut-être, est bien faite déjà? Tout ça, c'est quand on n'a pas fait quand on a une allergie. Mais faut-il encore vraiment faire? Parce qu'on dit, tiens, l'éviction est difficile, etc. Est-ce qu'on le fait déjà? Parce que c'est quelque chose qui est très difficile. Et même quand on le fait, c'est pas toujours. C'est pour ça que tous ces tests sont intéressants à faire pour aller chercher un petit peu réellement, est-ce que cet allergène est là ou est-ce qu'il n'y a pas multiples allergènes associés? Donc c'est là où la complète. Et puis à l'âge adulte, peut-être on a une autre forme de vie par rapport à l'âge enfant-adolescent. Oui. Je voudrais faire une réponse à notre confrère ophtalmo parce que ma pratique à Abidjan il y a 25 ans et pendant 10 ans avait montré qu'on avait la moitié des gens, ça se faisait encore, qui étaient positifs au candidat albicans et 40%, 35% d'après les publications que j'ai pu faire étaient allergiques à d'autres moisissures. Les seuls cas avec des ophtalmo-collègues où j'étais sensibilisé par ces produits-là, parce que ça pouvait se faire à l'époque, c'était les seuls cas qui marchaient pour ces kératoconjonctivites et marchaient très très bien. Quand j'ai proposé à mon retour en France, il y a 25 ans, ce genre de proposition, on m'a dit mais vous arrivez d'où? Je constate, vous savez, ça va, ça vient. Hein. Pendant des années, on a dit il faut faire qu'un allergène, deux allergènes. Maintenant, on voit sur une plaque qu'on nous dit, mais avec l'allergie moléculaire, on va peut-être pouvoir en faire d'autres. Alors quand on en mettait 4 dans la même bouteille, je ne vois pas ce que ça changeait, c'est la même chose, mais c'est dit différemment. Je crois que la clinique prime, et effectivement, enfin en milieu tropical, l'expérience de 10 ans, ces kératoconjonctivites réagissaient très bien sous des sensibilisations par alternaria ou une autre position ou surtout candidat. C'est peut-être iconoclaste actuellement, mais c'est du vécu. Bon, merci pour vos questions. Je pense qu'on va arrêter là cette séance de ce matin.